Avec moi, à l'hôtel. J'ai longtemps hésité à vous faire part de ce que je vais vous dire, mais là, il n'est plus possible de me taire. Vous étiez là depuis combien de temps? Depuis la perquisition? Quelle heure il était quand vous avez vu Raphaël à l'hôtel pour la dernière fois? Tes écouteurs? J'ai demandé à Barbara qu'elle lui demande. Non, j'ai dit que c'était important qu'elle est là, derrière. Parce que j'ai oublié mon... Je comprends. Ah, c'est bon. Bueno, egun on, eta ongi etorri guztioi Donostiako Zinemaldiko 71. Ediziora. Gaurko prentsa aurrekoan Un Silence filma izango dugu. Buenos días, bienvenidos a todos y a todas a una nueva rueda de prensa de esta 71 edición del Festival de Cine de San Sebastián. Hoy tenemos aquí con nosotros al equipo de la película Un Silence, que compite en sección oficial. If you want to put headphones. Y voy a pasar a presentarlos. Pido disculpas de antemano por mi pronunciación. Tenemos a los productores Anton Stettner y Eva Cooperman. Tenemos a la actriz Emmanuelle Devos. Tenemos al director Joachim Lafosse, al actor Mathieu Galou y a la actriz Jeanne Chéral. Y para empezar, quería hacer una pregunta, ya que tengo entendido que pese a las evidentes diferencias, la idea original de la película parte de un caso real que sucedió en Bélgica. Y me preguntaba cómo fue, especialmente para Joachim Lafosse, cómo fue el proceso de inspiración y escritura, hasta qué punto la realidad determinó la película y el enfoque, del mismo modo que las conversaciones actuales alrededor del concepto del silencio y las víctimas tal vez puedan haber estado presentes dentro de la película. Je réponds en français. Je peux répondre en français? Si. Okay. Peut-être la première chose, c'est qu'un fait divers, une affaire suivie par la presse, ça ne fait pas encore un film. Ce qui fait un film, enfin mon travail et notre travail, je parle du travail aussi avec les acteurs, c'est de faire naître et de décrire les personnages. Et en l'occurrence, là, je me suis rendu compte, dans un premier temps, je suis vraiment j'écoute beaucoup le fait divers, je sens que je suis très troublé par cette histoire, et puis évidemment, je me demande pourquoi. Et en fait, finalement, je me suis rendu compte que c'était surtout une possibilité d'essayer de raconter le poison du crime et ce qui suit ce poison, ou ce qui accompagne ce poison, qui est la honte et les conséquences désastreuses de la honte. Et évidemment, j'ai tendance à préférer l'ironie dramatique. Enfin, c'est-à-dire, pour moi, la question, c'est comment on en arrive là. Savoir ce qui va se passer, ou le suspense, oui, c'est des outils de cinéma, mais le cœur, c'est quand même comment on peut basculer dans la psychose de cette manière-là pour ce qui est du fils, ou souffrir de cet étouffement, à mes yeux, qui est de l'étouffement, qui est celui d'Astrid. Il y a aussi autre chose, c'est que je peux pas écrire un film si j'ai pas de personnages. J'étais heureux de sentir que j'avais envie de les défendre, Astrid et Raphaël. Alors après, j'espère de pas faire un cinéma moraliste, mais comme j'ai une morale, c'est-à-dire que
que je veux pas juger, justement, et je veux amener le spectateur à ne pas juger ce qu'il vit avec le film. Mais par contre, je pense qu'il faut amener le personnage de Daniel Auteuil, l'avocat, il faut l'amener au procès. Voilà, ça fait partie de ma morale. Hola, buenos días. Yo quería preguntar sobre la elaboración del guión, ¿cómo fue el trabajo precisamente para no juzgar en exceso o no hacerlo simplemente a los personajes? Si hubo mucho debate sobre, ahora estamos cayendo en un sensacionalismo que no queremos mostrar, ¿cómo fue dar con ese équilibre en el guión? Y luego quería preguntar también... Cet équilibre a été trouvé. Et puis, l'image finale d'Emmanuel, comment est-ce que vous l'avez travaillé? Justement, pour que nous, en tant que spectateurs, on pense une chose ou une autre par rapport à ce silence. Alors, il y a, comme cinéaste, il y a une chose qu'on oublie de dire, c'est qu'en fait, il y a deux auteurs à un film. C'est-à-dire qu'il y a le cinéaste, mais il y a aussi le public. Et chaque public est singulier. Donc mon travail d'écriture et avec mes co-scénaristes, c'est d'arriver à écrire, au fond, un espèce de meuble dans lequel vous pouvez aussi faire votre film comme spectateur. Et où vous vivez avec Emmanuel. Et ça, mais en l'occurrence par rapport au silence, c'est-à-dire qu'il y a, dans l'écriture, forcément il y a peu de mots, mais l'écriture, ça devient aussi la respiration, la manière de laisser apparaître un sanglot, de raccrocher et de laisser voir ce que le personnage vit à travers l'actrice. Et je dois dire que on a la carte de voyage qu'est le scénario, mais arrivé sur le plateau, surtout sur ce film-là, j'ai été super heureux de pouvoir tout de suite échanger avec Emmanuel. Je parle principalement de son personnage parce que je pense que c'était le plus complexe. C'est avec elle qu'on avait la plus grande nécessité de justesse, parce qu'au fond, l'avocat, il ne change pas tellement. C'est bien son problème, d'ailleurs. Il ne se remet pas en question. La logique perverse, elle est là. Mais Emmanuel, c'est autre chose. Elle est héroïque pour moi, dans le sens où elle va quand même vers un changement de position. Alors Mathieu aussi, enfin Raphaël, il y a aussi une évolution. C'est-à-dire que lui, il passe d'une passivité à une violence. Mais ces états, ça s'écrit aussi et surtout au plateau. Et notamment pendant 10 jours avec lesquels on traverse pendant lesquels on traverse tout le scénario, on le rejoue dans les décors. Et j'ai commencé à faire ça avec l'économie du couple. Et depuis, je ne cesserai jamais d'adopter cette méthode de travail. Parce que quand on parle du déni ou du refoulement, comment raconter ça? En effet, il faut des heures de réflexion, de discussion. Nous, on a eu, c'est vertigineux. Enfin, je me souviens de discussions avec Emmanuel où c'est-à-dire qu'il faut réussir à amener une empathie. Évidemment, ça me paraît inadéquat d'être dans un pathos dégoulinant, mais par contre, d'amener en empathie vers quelqu'un qui est silencieuse comme ça depuis autant d'années, c'est-à-dire qu'il faut réussir à faire sentir ce qu'il étouffe, ce qu'elle garde, ce qu'elle ne peut pas respirer, quoi, en fait. Et ça c'est le travail des acteurs. Et d'un soutien, parce que on pense à la première scène, c'est-à-dire ce qui lance le film. Je pense que la manière dont le personnage de Jeanne, qui fait partie de l'équipe de police, la manière dont elle vient soutenir Emmanuel dans ce qu'on découvre de ce qu'elle cache et qu'on ne sait pas au début du film et qu'on apprend au fur et à mesure, tout s'embrique, en fait. Rien ne peut être dissonant, en fait, à ce moment-là.
Lorsque dans votre réponse vous parlez de l'importance du travail des acteurs, puisqu'il s'agit de personnages assez complexes dans ces cas-là, j'imagine qu'il y a eu une période importante de préparation. Je souhaite justement écouter Emmanuel, Mathieu et Jeanne. Comment est-ce que vous avez fait face à vos personnages? Ça passe, comme vient de le dire Joachim, par des discussions et puis 10 jours de répétition, ce qui est effectivement très très rare sur un film, d'avoir la possibilité de traverser tout le parcours du début à la fin dans les décors, ce qui est une chance et pour un rôle comme ça et un film comme ça, c'est effectivement très nécessaire. En plus, Mathieu, c'est son premier film, donc pour lui aussi, c'était bien d'appréhender un peu le tournage et puis de se connaître. Ensuite, c'est des rôles comme ça, c'est à la fois beaucoup de préparation et beaucoup de lâcher prise au moment du tournage. Et plus on a parlé avant, plus c'est facile de lâcher prise et de laisser venir les choses un peu de manière sensorielle au moment du voilà, où on est sur le plateau et où la caméra est là et toute l'équipe est là. Mais c'est vrai que en plus pour ce genre de rôle, c'est pas facile. Il faut à la fois être en danger puis en même temps être très sécurisé par le travail. Et c'est un film que moi j'ai traversé en apnée pratiquement et avec tout le temps, tous les jours. À la fois là, une grande joie de venir travailler parce que le travail était extrêmement intéressant avec Joachim et son équipe. Et c'était passionnant. Et en même temps, ce que j'avais à jouer me mettait la boule au plexus en permanence. Donc c'est un contraste de joie de travail, mais c'est pas une joie vraiment de jouer ce qu'il y a à jouer. C'est pas joyeux, mais bon, c'était contrebalancé par ce travail très très intéressant. Pour ma part, c'était ma première expérience, donc je sais pas vraiment comparer à d'autres films, mais je pourrais dire que dans ce rôle, ce qui a joué, c'était la spontanéité des émotions du personnage, c'est d'un petit peu comprendre qu'est-ce qu'il pourrait ressentir et le réinterpréter à ma façon. Et puis, je trouve que j'ai été bien dirigé par Joachim et que l'équipe était assez positive pour contrebalancer avec le thème un peu plus complexe du film. Et c'est ça qui a pu rendre ça... Enfin, qui en a fait une chouette expérience, je trouve. Mais j'y suis un peu allé sans trop me poser de questions et voilà. Il y a juste une petite chose, c'est un personnage, le personnage de Raphaël, c'est quelqu'un qui est parlé par les autres, au fond. Il n'a pas son avis à donner, donc finalement, évidemment, ça explose. Et je dois dire que pour un acteur qui n'a pas fait de film avant, c'est peut-être l'acteur de tous les films que j'ai fait que je n'aime pas diriger les acteurs. J'aime pas du tout ce mot, mais en l'occurrence, et pas du tout... Enfin, Mathieu est un jeune homme formidable, plein de vie, mais c'est vraiment quelqu'un qui s'est laissé diriger, en l'occurrence, vraiment. Et qui a composé quelque chose qui n'est pas du tout de sa nature. Et ça, j'ai trouvé très impressionnant. Voilà. Et Jeanne, première collaboration aussi. Oui, première collaboration, puis c'est aussi ma première expérience comme Mathieu au cinéma. Moi, je suis musicienne plutôt, je suis chanteuse. Et j'étais assez surprise que Joachim pense à moi, parce qu'a priori... un rôle de flic, c'est extrêmement loin de moi. Mais je me suis dit que s'il me voyait dedans, j'avais envie de lui faire confiance, en fait. J'aimais son travail. Et j'ai eu envie de me laisser
habillé par lui, quoi, habillé, dirigé, drivé. Et c'est vrai que le mot, un petit peu comme le mot d'ordre, enfin l'espèce d'étoile qu'il y avait comme mot, c'était le mot empathie dont il a parlé tout à l'heure, de donner à cette commissaire une empathie. C'est une image qu'on n'a pas forcément quand on pense à la police, l'empathie, la compréhension, l'écoute, mais dont il est très question en ce moment. Enfin, c'est très actuel en fait. Imaginez que dans la police on puisse changer de point de vue, changer d'attitude. Et c'est vrai que les scènes avec Emmanuelle, les scènes qui sont vraiment des huis clos comme ça, toutes les deux, moi je me suis vraiment laissée emporter, dirigée par le grand talent et la sensibilité d'Emmanuelle. Enfin, j'avais l'impression, enfin, de rien faire, de rien faire en face d'elle. Et voilà, à la lecture du scénario, j'étais complètement conquise par l'histoire, très 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 touchée par la façon dont c'était écrit et par le propos. Et je suis très heureuse que ma première expérience de cinéma ce soit ce rôle-là. Voilà. Je pense que c'est juste une petite chose. Bonjour. Au fond, ce qui m'a animé, c'est pour l'écriture et pour la réalisation du film, quand aux premières répétitions, en voyant la manière dont, en effet, le personnage de Jeanne accueillait avec empathie, sans être dans un cliché de film de genre, à la manière dont elle accueillait, et elle essayait, en accueillant Astrid, de faire parler Astrid, pour moi, ça lançait et ça me rassurait sur le cœur de ce qu'est le film, c'est-à-dire l'aspect dévastateur de la honte et de la culpabilité. Astrid, à mes yeux, n'est pas coupable. Pour moi, elle est une victime comme son petit frère. Si demain j'apprenais que mon petit frère a vécu ce que son petit frère a vécu, je ne suis pas sûr de tout de suite trouver la bonne réaction. Et en fait, quand on ne la trouve pas tout de suite, la bonne réaction, c'est déjà trop tard, parce que la culpabilité arrive. Et puis, il y a aussi tout ce dont il faut se défaire, le courage qu'il faut avoir pour venir faire exploser un climat et un contexte familial qui est complètement criminel. Mais il me semble que on vit depuis MeToo vraiment une époque formidable, mais que je suis certain qu'il va y avoir de plus en plus d'œuvres qui interrogent la honte. Parce que si on encourage les gens à vraiment mesurer l'importance de l'écoute, peut-être encore plus que celle de la parole, et si on encourage les gens à parler, il faut mesurer à quel point va suivre. On n'évite pas la honte quand on parle. Et donc, c'est autour de ça qu'on a travaillé pendant des semaines. Que ce soit pendant plusieurs années à l'écriture, en lecture avec les producteurs, en rendez-vous toutes les 3 semaines, ou avec les acteurs. Oui, bonjour. Moi, j'aimerais parler du rapport de la relation entre la mère et le fils. Et je veux savoir si le fait que le fils soit adopté est un choix que vous avez fait dès le début, lors de l'écriture, ou peut-être après. Et puis, j'aimerais savoir si vous avez choisi Emmanuelle et Mathieu dès le départ ou pas. En fait, Emmanuelle, oui. J'ai vraiment toujours pensé, et c'est pas toujours le cas, dès le début de l'écriture, qu'Emmanuelle me semblerait fantastique. Et je lui ai fait lire une première version, et il s'est passé quelque chose de vraiment, en fait, qui m'a, au bout du compte, absolument rassuré, parce que je me suis rendu compte que j'avais probablement, j'étais en train d'échanger avec quelqu'un d'engagé et de critique. C'est que la première version, elle a refusé de faire le film. Et puis je suis retourné en écriture et je crois avoir compris pourquoi elle
Elle ne me suivait pas. Et donc je suis retourné travailler, et je ne sais pas, 6 mois après ou 1 an. Non, même pas. Ah bon, bah alors, allons, 4 mois, 5 mois, peu importe. Mais enfin, en tout cas, je suis retourné au travail, et puis je lui ai refait lire la nouvelle version, et on est partis ensemble. Et si c'est le fait qu'il soit adopté, ça... Oui, alors, l'adoption est quelque chose, ça reste quelque chose de compliqué. J'ai fait un film qui s'appelle, qui était ici à Saint-Sébastien, Les Chevaliers Blancs. C'est une question que je trouve très importante. Et il me semble que dans cette histoire-là, il y avait une justesse à faire de Raphaël un enfant adopté. Dans une logique de violence pour lui, de violence de l'identification. C'est mon hypothèse, hein, mais je pense que comme enfant adopté, c'est encore plus violent. Puisqu'il s'agit quand même de raconter un jeune homme qui va aller jusqu'à ce passage à l'acte-là, qui n'est pas rien. Ce n'est pas commun. Et les questions que je me pose et qu'on s'est posées avec les co-auteurs, c'est comment on peut en arriver à cette gravité de passage à l'acte. Il faut avoir un terrain existentiel et il faut avoir un passif. N'importe qui ne passe pas à l'acte comme ça. Enfin, il faut un terrain particulier. Et voilà. C'est une hypothèse qu'on a fait et qui nous semblait aussi par rapport à la manière dont Daniel Auteuil et son personnage, c'est un sauveur. C'est-à-dire, et puis c'est aussi quelque chose ça dit quelque chose du désir qui existe, enfin, en fait, qui peut-être n'a plus existé entre Daniel et Emmanuel, enfin entre l'avocat et sa femme. À travers l'adoption, il est aussi question de sexualité, donc de désir. Enfin, et comment peut-on encore désirer un homme quand on sait ce qu'elle sait? Ça me semble compliqué. En même temps, la bourgeoisie, les positionnements, enfin le confort fait que ça peut être une manière de ne pas regarder le désir. Ou voilà, de faire ce choix-là en tout cas. Mais ça, alors de nouveau, c'est très difficile de parler de son propre film. Là, je suis le spectateur de mon film, je vous donne un avis personnel qui n'est que le mien et qui n'est pas vérité. C'est une hypothèse. Voilà. Il y avait une autre question, non? Non, crois que non. Non, je ne crois pas, non. Bonjour, félicitations pour tout le monde. Je passe à parler en espagnol pour que les interprètes fassent son boulot. Le silence, en tout cas, ici, est partagé. Ça n'appartient pas qu'à Astrid. Il y a sa fille, il y a son fils. Alors, effectivement, le film fait appel aux spectateurs. Et le film nous permet de reconstruire l'histoire. Il y a le paradoxe que le fils adoptif passe à l'acte et qu'il y ait là une tentative de meurtre et même qu'il aille sur ces sites-là. Donc je fais ma propre réflexion concernant la honte, le confort, le silence, etc. Mais moi je me demande, est-ce que la rédemption est possible là? Est-ce que le personnage de l'avocat, a essayé de se faire traiter pour s'en sortir. Enfin, mais il continue, mais il fait mal à personne, entre guillemets.
il a un fils adolescent, mais il ne le traite pas mal. Et il travaille dans un cas où il y a ce même sujet-là qui reste ouvert. Est-ce que vous laissez tout cela ouvert pour les spectateurs? Jusqu'à quel point est-ce que la rédemption est possible? Très, très, très importante question. Cet homme, il pense qu'il va se laver ou guérir en allant sauver ou aider des gens qui sont victimes de ce qu'il a lui-même, du crime qu'il a lui-même commis. C'est pas comme ça qu'on se soigne. Je souhaite à aucune victime de rencontrer quelqu'un qui est dans cette logique. C'est la perversion incarnée. Par contre, comme cinéaste, comme auteur, je peux tout à fait m'expliquer sa logique. Je la comprends. C'est-à-dire que, oui, c'est une logique défensive, mais c'est la pire. C'est la plus destructrice. Tous les spécialistes de santé mentale ou de protection de la jeunesse vous diront on ne met pas je sais pas comment vous dire, on met pas quelqu'un qui est un criminel sexuel dans une crèche. On ne met pas mais cette idée, parce que le terme que vous employez, c'est rédemption. Et je pense que cet homme est dans cette culture-là. Et que c'est justement cette culture-là qui fabrique le poison. Parce qu'en fait, ça ne s'arrête jamais avec cette culture-là. Puisqu'il n'a pas, à cause de cette culture, il n'a pas la lucidité de faire un pas de côté, de se dire malade, et de dire, et donc, parce que je suis malade, je ne vais surtout pas aller par là. Mais la culture, et la culture dont vous parlez, celle de la rédemption, elle invite à venir se laver de cette manière-là. Et à travers le film, ce que j'ai, moi, essayé de montrer, c'est à quel point c'est dévastateur, cette culture. Aujourd'hui, simplement, on sépare les gens, on les éloigne, on les protège. Et il y a une autre dimension, c'est que l'ensemble de la population est fasciné par cet homme et par sa proposition héroïque de sauveur. Et cette logique de la plupart d'entre nous qui sommes des névrosés et pas des pervers, d'être satisfait ou rassuré par une proposition simpliste, c'est aussi celle qu'il a. Mais en ce sens, j'ai l'impression que quand on se confronte à la question de cette criminalité dont on parle dans le film, on est d'office très vite confronté à la question du pouvoir et de la manière dont on fabrique du pouvoir et on laisse de la place à certains types de pouvoir par la fascination qu'on a pour ce pouvoir. C'est-à-dire que, oui, ça peut être rassurant, un mec qui propose des choses simples et qui se positionne en héros. Mais il n'y a pas de héros. Et peut-être que la manière dont le héros se positionne, c'est un masque. Donc attention au masque, attention à la médiatisation. Je dis ça dans un micro devant une conférence de presse, mais c'est facile, c'est un bon endroit pour se planquer. Et j'ai aussi voulu écrire ce film parce que il y a 25 ans en Belgique, il y a l'affaire du trou, et d'une certaine manière, on descend dans la rue à 400 000 pour dire plus jamais de viol dans les rues, plus jamais de loups dans les bois. Et je suis super heureux en fait de me rendre compte que 25 ans après, en fait, on est passé à une interrogation qui est tiens, est-ce que je suis pas un loup? Et est-ce que dans la famille ou dans la maison, il n'y a pas un loup? Ou une louve, hein? Et ça me semble... Mais ça part, je pense que ça, quelque part, ça part du traumatisme de l'affaire du trou, en tout cas en Belgique. Et ça nous a amené à des réflexions plus profondes. Et puis il y a MeToo. Mais voilà, le film, il s'inscrit dans un vécu qui est celui-là.
Sí, buenos días. Oui, bonjour. Vous avez parlé de la honte, du pouvoir, etc. Et le terme complice, est-ce qu'on pourrait le mentionner ici? Tu veux y aller sur le terme complice? C'était quoi la question? Mais alors, attends, je vais y aller. Il n'y a pas une journée... c'est-à-dire, alors ça c'est pour moi vraiment... C'était le pari. Le silence, il est à interroger du côté du traumatisme, de l'absence de confiance en soi, de l'absence d'un narcissisme trop détruit pour pouvoir oser la vérité. Ça n'est pas un silence complice. Il n'y a pas une journée en tournant le film où on ne s'est pas demandé comment on allait amener le public à mesurer et à observer combien en fait elle est surtout atteinte, elle est surtout traumatisée, mais elle n'est pas complice, pourtant elle est silencieuse. Et je pense que ça c'est une dimension, je me répète, si on encourage les gens à parler, il faut aussi accepter et entendre que parfois on n'arrive pas à parler. Mais si quand on n'arrive pas à parler, on vient traiter de complices les gens qui se taisent, on ne va pas s'en sortir. C'est pas le bon chemin. Je le dis parce que moi aussi j'ai des silences. J'ai fait un film qui s'appelle Élève libre, très autobiographique, mais à la suite de la sortie de ce film, j'ai observé et j'ai vu mon silence. Et j'ai vu le silence autour de moi. Les gens n'osaient pas parler du film. Et quelque part, je n'osais pas en parler non plus. Donc, je ne suis pas différent de... Enfin, ce silence, cette honte, je crois que je... Mais je pense qu'il faut être plus subtil que d'être noir ou blanc et tout de suite voir dans le silence de la complicité. C'est plus compliqué que ça. Oui, puis c'est plus compliqué parce qu'on peut imaginer le couple que nous formons avec Daniel a dû s'aimer follement, elle a dû aimer énormément cet homme, et que le péché originel, il date d'il y a très longtemps. Donc comment elle minimise pour aussi, parce que voilà, il y a aussi malheureusement, c'est facile de minimiser pour continuer à aimer quelqu'un. Et après, ça s'enquiste et ça devient quelque chose dont on ne peut plus se débarrasser. Et nous, on commence le film au moment où ce n'est plus possible. Là, Astrid ne peut plus se taire. Ça commence à bouillir, il se parle sans se regarder. Enfin, et lui, il fait semblant de rien. Il fait comme si, il dit, faut pas toucher à mon ordinateur, comme si c'était parce que le clavier est fragile. C'est pas ça la question. Et à force de s'éviter comme ça, d'éviter les... Je pense que c'est quelque chose de très humain. La preuve, le nombre d'enfants qui se mettent à parler 25 ans après, c'est quelque chose qu'on ne peut pas juger et on ne peut pas appeler ça une complicité. Elle est victime du poison du crime. C'est pas elle la criminelle. On ne peut pas dire de cette femme qu'elle est complice. Ce n'est pas elle qui a commis le crime. Alors, il existe des situations dans la société où il y a de la complicité, où il y a des groupes de gens, de criminels qui se taisent ensemble pour protéger les bénéfices du crime. Mais là, en l'occurrence, il ne s'agit pas de ça. Je ne crois pas. Oui, ma question est pour Madame Deveau. Je pense qu'elle a donné la réponse, mais est-ce que ça a été facile que de maintenir cette distance et ne pas juger et ne pas la considérer complice? Parce que ce silence aide en crime, en fin de compte. Mais vraiment, de l'intérieur, moi, j'avais pas du tout l'impression de... J'avais comme... Enfin, je sais pas comment... Je pense que les gens dans ces situations, j'en ai vu plein en regardant des documentaires, des femmes comme ça qui se taisent. Il y a une sorte de... Tout d'un coup, c'est des personnes, elles se mettent un peu hors sol, elles sont un peu... C'est un déni, c'est un mécanisme de déni. Ouais, c'est un déni.
tous les psychologues observent. Ouais. Et oui, c'était pas, c'est ni facile ni pas facile. C'est un travail, voilà. Mais au fur et à mesure, je sais pas, je ressentais vraiment physiquement ce que ça fait le silence sur une personne. C'était très impressionnant. Et je pense que c'est quelque chose dont il faut des chocs très violents pour pouvoir s'en sortir, se sortir de ce silence. Donc, c'est pas évident du tout. Et aussi une chose, c'est en fait, c'est plus compliqué qu'un silence parce que tout le monde parle dans la maison. En fait, le silence, il est avec l'extérieur, c'est-à-dire cette maison, elle est hors la loi, en fait, de par le fait que, oui, on se parle entre nous de ce qui s'est passé, mais on n'en parle pas dehors, c'est-à-dire qu'on ne fait pas venir de tiers. Le social, l'extérieur, ne sait pas. Et c'est ça, le silence, il est là. C'est pas le silence à l'intérieur de la maison. Juste ce qui rend fou, c'est qu'en fait, ils savent tous, d'ailleurs. Et ils en parlent tous ensemble. Mais de là, enfin, chacun est l'auteur de son propre film, mais je ne crois pas qu'elle aide le crime. Je crois qu'elle fait comme elle peut, vraiment. A mí me interesa también mucho, especialmente teniendo en cuenta que estamos hablando de silencio. On parle du silence, j'aimerais bien écouter les producteurs. Lorsqu'on vous a proposé ce point de départ, ce cas, cette histoire qui est complexe à tellement de niveaux, comment est-ce que vous avez fait face à cela? Et ma question est pour Anton et Eva. Nous sortions de l'expérience des Intranquilles avec Joachim. Ce film, il l'avait déjà travaillé avant l'écriture des Intranquilles. Donc on connaissait le scénario, mais la production des Intranquilles a devancé celle-ci. Mais on savait dès le début, et pour avoir échangé avec Joachim, avec les auteurs, qu'il allait pouvoir défendre ce personnage féminin, qu'il allait pouvoir défendre l'étouffement de cette femme et dans le choix des comédiens, dans les échanges, dans leur préparation, dans leur répétition, on a senti que se dégageaient en tout cas des non-dits qui étaient très puissants. Il y a une chose très habile qu'Anton et Eva m'ont dit, toute simple. C'est le premier scénario que j'aurais fait lire. Et en fait, ils m'ont dit, on va peut-être pas faire celui-là en premier. On va d'abord en faire un autre. C'est pour ça que je précise. C'était très juste. C'était très juste parce que je n'aurais jamais voulu. Enfin, peut-être, oui, j'avais envie de faire celui-là parce que je le portais depuis longtemps, mais pour se rencontrer, c'était pas celui-là qu'il fallait faire. Ça, c'est sûr. Oui, c'était lors de notre première rencontre d'ailleurs. Donc c'est vrai qu'on est des jeunes producteurs et très honnêtement, on n'avait peut-être pas les épaules pour porter un film, une telle thématique. Et du coup, avec Joachim, on est parti sur Les Intranquilles avant. Mais ce scénario, on l'a depuis très longtemps. Moi, c'est vrai que je pense que les questions aujourd'hui ont illustré la complexité du thème. Et c'est pas un film qu'on aurait pu faire avec n'importe quel réalisateur. Et je crois que voilà, nous, ce qui a été l'intérêt de ce travail et ce film, c'est la complexité avec laquelle Joachim et ses scénaristes et les acteurs interrogent justement la complexité de ce que vivent chacun des personnages dans le film. Et nous, c'est vraiment cette complexité, ces nuances-là qui nous intéressaient d'aller chercher pour, à la fin, proposer au public le film le plus beau possible. Et voilà, c'est un travail d'équipe. Voilà. Vale, tenemos que dejarlo aquí, desgraciadamente. Malheureusement, nous n'avons plus de temps. Merci beaucoup. Merci bien. Bonne continuation.